Donc l'objectif là c'est 1 heure qu'on a. Voilà, de faire une présentation qui s'est pas vraiment attachée à la forme mais qui s'attache plutôt au fond pour vous commenter ce qui nous a marqué sur cette expédition Reinvent de 2019. Donc juste pour nos amis youtubeurs, on était 7 à Reinvent, 2 Américains, 4 Français et moi, parce que je suis un peu au milieu de l'Atlantique donc je me mets entre les deux. On s'est réparti en termes d'organisation, on s'est réparti les sujets pour pas que tout le monde aille toujours dans la même conf et pour avoir une couverture un peu large des sujets et pas avoir que toujours les mêmes sujets et tous ensemble toujours partout quoi. Donc finalement on s'est assez peu vu lors de Reinvent parce que sur les 8 hôtels ou les 9 hôtels on n'était jamais franchement ensemble. Voilà et les paires de Nike ont été très utiles pour marcher dans Vegas. Donc Jérôme, si tu peux moi je vais juste vous faire une intro qui est assez synthétique. C'est que moi c'est la deuxième fois que j'y vais, j'avais pas été l'année dernière, j'avais été l'année d'avant. Et donc l'année d'avant déjà c'était énorme, et c'était 45 000 participants. Et là cette année là en décembre dernier c'était 65 000 participants. Donc ça c'est un métrique. Je crois qu'il y avait 300 exposants sur le truc des Expo Boost là. C'était un truc de grand malade, sachant que le ticket moyen d'un exposant, c'est à peu près 100 000 $ d'investissement pour avoir un stand. C'est un truc de grand malade. Et je crois que ce qui nous a le plus marqué, c'est la cantoche. La cantoche, je sais pas à quoi la comparer. Je sais pas si ça doit faire la taille d'un hall de Roissy ou un truc comme ça. C'était une cantoche pour peut-être 10 000 personnes. Donc c'est le truc marquant qui montrait la taille de l'événement. Il y avait du monde de partout dans le monde, enfin il y avait des participants de vraiment partout dans le monde, et une répartition qui est assez classique chez Amazon. Pas mal de mecs barbus qui viennent de l'infra historique, beaucoup de mecs aussi en costard qui font des deals de niveau directeur général. Il y avait des trucs du genre événement pour les analystes, il y avait 400 personnes à l'événement pour les analystes, donc des mecs de Gartner, des mecs d'IDC, tout ça, donc tous en costard dans les beaux hôtels. Et puis nous en Nike dans les hôtels un peu moins. Et avec nos habits, donc c'était bien. Voilà, ce qui m'a marqué moi par rapport à il y a 2 ans, et là je vais rentrer dans le fond des choses, c'est ce que j'ai appelé le Go Big or Go Home. Donc encore il y a 2 ans, il y avait encore des approches où il y avait des clients qui témoignaient, oui on essaye Amazon, on a tenté ça, on a des POC, on commence un peu les industrialiser. Et en fait ce qui m'a remarqué c'est qu'en 2 ans, la maturité des clients que j'ai vus, elle a complètement shifté quoi. Tous les clients que j'ai vus, et les clients américains, ceux-là ils font mal, c'est des milliers de développeurs sur Amazon. Quand ils parlent d'un data lake, c'est des dizaines de pétabytes de données. Donc c'est vraiment plus l'objet, le client qui vient les voir pour faire un pauvre POC en mode hybride avec un bout de truc bricolé. Enfin, de leur point de vue évidemment, et puis c'est un vendeur, ça compte pas quoi. Même si tu t'appelles banque machin et que tu pèses, que t'es dans le CAC 40 en France, et si tu bricoles un bout de MR et 10 EC2 pour ton site web, tu comptes pas quoi, ça compte pas quoi. Et donc le truc marquant c'est la keynote d'Andy Jassy en fait, et il se prend plus la tête et voilà, il s'il dit voilà, si vous avez pas l'aval de votre directeur général, bonne chance mais vous allez vous planter. Si vous n'avez pas des buts business qui viennent du haut, bonne chance mais vous allez pareil, vous allez bricoler et puis votre concurrent il va faire beaucoup mieux. Si vous investissez pas massivement sur les plans de formation et d'accompagnement, mais quand ils disent massif, c'est ça, c'est des centaines ou des milliers de développeurs sur certains de leurs comptes, notamment en banque. Bah pareil, vous allez bricoler, mais vous tirez pas parti des bénéfices et du ROI de la plateforme. Et puis surtout, si vous vous arrêtez au premier roadblock, quoi, au premier obstacle, bah pareil, il y a votre concurrent, lui, il va pas s'arrêter là, il ira plus vite que vous, quoi. Donc, je voulais juste revenir là-dessus parce que moi, c'est un truc qui m'a marqué d'un niveau général. Et la synthèse, c'est vraiment ça, c'est le go big or go home. Après, j'ai mis des règles sur les tailles de quelques clients dont j'ai vu les sessions. C'est pareil, vous verrez les métriques, c'est un peu hallucinant. Pour ce meet-up, donc il y a eu beaucoup de communication Amazon forcément, donc vous avez certainement vu des dizaines d'annonces de services.
Donc nous, on en avait référencé un peu plus de 50 qui avaient été annoncés et qui avaient été résumés sur les présentations lors de reInvent. Mais néanmoins, nous, on a choisi de vous en présenter ceux qui nous ont marqués. Certains sont petits, mais on peut avoir un grand impact pour nos propres workloads. Et d'autres ont été largement communiqués, quoi. Donc je crois que tu en as un deuxième après d'annonce. Et puis là, qui c'est qui fait Data Domain? C'est toi? Ouais. Arnaud qui va être content, il a un nouveau gars. Bonsoir à tous. Ouais, donc effectivement, pas mal d'annonces cette année. On va faire un petit focus sur un certain nombre de domaines parce qu'on ne pouvait pas tous les aborder et en plus de ça, pas assister à toutes les sessions. Donc déjà sur Redshift, donc grosse annonce sur la partie vue matérialisée. Il manquait en fait des outils sur la partie data lake, donc notamment un outil pour faire l'export de vos data lakes. Ils ont mis en place Aqua for Redshift, ce sera détaillé sur le slide d'après. Et puis en fait ils ont sorti des nouvelles instances donc vraiment dédiées à ce genre de workload avec donc des instances RA3 plus avec des disques SSD managés. Côté Elasticsearch, en fait, ils ont sorti un nouveau stockage qui s'appelle the Ultra Warm. Donc ça va permettre en fait pour les données qui sont le plus utilisées dans des requêtes Elasticsearch, de pouvoir les mettre sur des choses qui sont moins chères et plus performantes. Ensuite, alors là c'est la grosse annonce, donc le service managé Cassandra. Donc, effectivement, donc avec intégration dans CloudWatch, on le crée dans un VPC avec une intégration effectivement avec KMS pour le chiffrement. Sur Athena, en fait, il y avait, on va dire, quelques manques, notamment au niveau autour de la sécurité. Donc, ils ont rajouté de la sécurité autour des accès pour contrôler les requêtes, pour contrôler en fait les données qui sont remontées. Et ils ont également sur tout ce qui est stream, ils ont fait 2 offres, donc le Amazon Managed Streaming for Kafka, et avec des intégrations des produits du marché, donc New Relic, Datadog, et pour ceux qui font de l'open source Prometheus. Et puis ils ont intégré le service, la stack Apache Flink également, donc ils en ont fait un service managé. Du coup, donc voilà quelques slides en fait d'une présentation officielle d'un évangéliste AWS. Ça vous donne quelques inputs en plus, donc notamment en fait tous les KPI, tout ce que vous pouvez espérer avoir comme performance, comme optimisation en termes de coûts, notamment sur Elasticsearch par exemple. Et ils avaient insisté sur la partie Data Lake Export qui était un manque de l'époque. Ok, alors ensuite on a fait un domaine serverless. Je vais laisser mon collègue Fabien. Bonsoir à tous. Donc moi je vais vous parler un peu des annonces qui ont été faites sur le domaine serverless. Donc là on en a laissé quelques-uns. Après il y a des slides après, on va venir en détail sur chacun. Donc on va voir d'abord en premier lieu ce qu'est les lambda destination pour les invocations asynchrones. Aussi l'amélioration de la gestion d'erreurs pour l'invocation des lambda sur du streaming. Donc ça va être sur du Kinesis ou du DynamoStream dans ces cas-là. Alors en fait, ces 2 premiers points, ils ont été avancés un petit peu avant le re-event, c'était la semaine d'avant. J'espère que ça pose problème à personne, mais c'est des annonces pré-event et c'est des annonces importantes, donc on les présente aussi ce soir. 3e point, les provisioned concurrency, donc le cold start killer, donc c'est un peu l'annonce qui a fait parler beaucoup d'elle pendant le re-event. On va voir si vraiment c'est la tueuse de cold start. On va parler aussi des RDS, du proxy RDS pour les lambda. Donc les lambda qui communiquent avec une base RDS jusqu'à maintenant c'était un peu compliqué, enfin ça a été compliqué depuis le début. Et la dernière étape c'est le proxy RDS, donc on verra ce que ce sera et quels sont les changements par rapport à ça. On va parler aussi de l'API Gateway V2, puisqu'ils ont sorti une deuxième, donc il y a toujours la V1 qu'on connaît et la V2 qui est arrivée, donc qui simplifie pas mal de choses pour des cas spécifiques. Et on va finir par les S3 Access Point, donc qui va permettre d'avoir une granularité plus fine quand vous avez un bucket et que vous avez plusieurs typologies de clients internes ou externes qui veulent accéder aux documents qui sont dedans, enfin aux fichiers. Tu passes. Donc Lambda Destination pour les invocations asynchrones, qu'est-ce que c'est? Je vais décaler là. Jusqu'à maintenant, donc les invocations asynchrones, une lambda c'est SNS, S3, SES, etc. Et jusqu'à maintenant, l'output, enfin si on voulait que l'output de la lambda soit stocké quelque part, enfin soit traité de manière automatique derrière, on n'avait pas d'autre choix que de le faire au niveau du code, dans le code de la lambda. Donc si vous voulez le stocker dans un S3 par exemple, enfin dans un SNS ou une SQS,
vous deviez gérer ça programmatiquement. Donc là, AWS, ils ont sorti ces Lambda Destination de manière à pouvoir, au niveau du paramétrage de la Lambda, de mettre ce qu'on appelle une Destination Config, qu'on voit au milieu. Et on a deux cas, donc quand la Lambda s'exécute correctement et quand elle est en erreur. Et là, on est capable maintenant de mettre un ARN, donc il va pointer soit vers une Lambda, soit vers un SNS, soit vers un SQS ou de l'Event Bridge. Et de manière automatique, du coup, c'est Amazon qui va gérer l'output de la Lambda, il va la mettre, il va l'envoyer au bon endroit. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça va vous permettre d'alléger votre code de Lambda, d'enlever un peu le code technique pour dire j'envoie mes données à tel ou tel endroit, et de vous focaliser un peu plus sur la valeur métier, enfin le business métier, le use case métier de votre Lambda. Deuxième point, c'est la gestion d'erreurs dans les lambdas qui sont invoqués en streaming. Donc quand je parle de streaming, ça va être Kinesis Stream et DynamoDB Stream, qui derrière, en fait, c'est du Kinesis derrière Dynamo. Et en fait, donc le but du streaming, c'est qu'on envoie des données dans un bus et on a derrière un traitement qui va prendre les données et les traiter. Donc avant cette annonce, si jamais donc la lambda qui écoute ce Kinesis rentre en erreur, le batch, en fait, le process du batch allait être retenté. C'est-à-dire, par exemple, Kinesis, vous allez traiter 100 items dans une exécution, dans la lambda. Vous avez 100 éléments à traiter. Si jamais il y a un élément dans l'eau qui plante et que la lambda donc, tombe en erreur, eh bien, on va continuer à retraiter le même lot jusqu'à ce que soit la lambda s'exécute correctement ou que les records expirent dans le stream. Donc ça convient certainement pour certains use cases. Par contre, il y a des use cases où on ne veut pas bloquer notre stream pour un élément. Donc ça vient aussi avec le Lambda Destination, c'est grâce à ça. Ils ont mis donc Destination Config, on va pouvoir mettre en cas d'erreur une destination. Donc là, il y a moins de possibilités que le slide d'avant, ça va être que vers du SNS ou du SQS. Mais du coup, vous allez pouvoir automatiquement envoyer le record qui pose problème vers une destination sans bloquer votre consommateur du stream. Donc la particularité, du coup, c'est que vous devez donner des configurations. Hein, donc il y en a 3 qui sont arrivées. Donc on a le maximum retry attempts, qui va être un nombre maximum de tentatives sur lequel vous voulez traiter votre record. Donc vous pouvez mettre 10, 5, ce que vous voulez. Donc au bout de 5 fois, si vous avez mis 5, le record partira dans la destination. Et vous pouvez mettre aussi un record edge in seconde. Donc là, c'est plus, par exemple, je ne sais pas si vous mettez 24 heures, parce que vous considérez que votre record au bout de 24 heures, il n'a plus de valeur et vous voulez l'ignorer. Bah, automatiquement, au bout de 24 heures, il partira dans la destination. Et troisième point, la troisième option qui est vraiment là, elle est plutôt cool, c'est le bisect batch unfunction error, donc c'est un booléen. Par défaut, c'est désactivé, vous pouvez l'activer. Et quand vous l'activez, tout à l'heure, je disais que la lambda, elle va traiter un nombre de records, donc de 1 à 100. Si jamais vous avez mis 100 et vos lambda essaie de faire les 100, donc 1 à 1, vous bouclez dessus, et le 47e pose problème, et que la lambda donc, retourne une erreur, vous avez déjà traité les 46 premiers, le 47e pose problème, vous n'avez pas traité la suite. Donc avec cette option, c'est Amazon qui va gérer tout de suite, elle va dire ok, moi j'ai un lot de 100, je sais qu'il y a une erreur dans le lot, je vais le couper en deux, et je vais faire 2 exécutions pour des lots de 50. Et ainsi de suite. En fait, pour isoler au fur et à mesure les records qui posent problème. Et quand elle arrive sur le record qui pose problème, bah, elle l'envoie dans la destination, mais vous avez quand même du coup traité les autres records du batch. Donc ça c'est intéressant pour pas mal de use cases parce qu'avant ça il fallait le faire probablement dans la lambda si vous vouliez envoyer juste le record qui posait problème ailleurs. Donc ça permet d'alléger à nouveau votre code lambda. Provisioned concurrency, donc annoncé comme le cold start killer comme je disais tout à l'heure. Donc bon, alors les lambda, le cold start, ça, on en parle beaucoup depuis le début. Donc avant, un petit rappel déjà, une lambda pour qu'elle s'exécute, il faut qu'il y ait un environnement d'exécution qui soit monté par AWS pour que vos lambda puisse tourner dessus. Okay, sachant qu'un environnement d'exécution ne peut exécuter qu'une seule lambda en parallèle. Donc elle exécute une lambda, il y en a une deuxième qui arrive après, elle va exécuter cette deuxième lambda. Et du coup, ce qui fait que si jamais vous n'avez pas d'environnement d'exécution disponible, et que vous avez par exemple, je sais pas moi, 20 exécutions lambda qui arrivent d'un coup, ce que va faire AWS, c'est qu'il va monter 20 environnements d'exécution. Vous allez avoir 20 cold start sur chacune de vos lambda. Et après, ces environnements d'exécution vont rester up pendant 20-30 minutes. C'est AWS qui gère cette partie-là. Donc la différence avec le provision concurrency, c'est que vous allez être capable au final de provisionner des environnements d'exécution. Okay, donc, ce qui fait que les environnements que vous avez provisionnés sont toujours up. Vous avez une lambda qui demande à s'exécuter. Eh bien, elle s'exécutera tout de suite et elle n'aura pas de cold start avec. Donc,
la seule limite, enfin une des limites, c'est que du coup vous provisionnez X environnements, et si vous en mettez par exemple 10, vous allez ne plus avoir de call start sur 10 exécutions en parallèle au max. Okay, si par exemple vous avez mis 10 et vous avez 11 exécutions qui arrivent, eh bien vous allez avoir 10 lambda qui vont s'exécuter sans call start, et la 11e aura un call start puisque AWS va devoir monter un 11e environnement. Okay, donc annoncer comme call start killer, oui, d'accord, mais au final, c'est pas avec ça que vous allez pouvoir dire bah moi je vais provisionner 1000 environnements tout le temps et je sais comme ça que je vais scaler tout le temps super vite, ça va être génial. Parce qu'au final, c'est le petit warning, c'est que vous allez payer pour le nombre d'environnements que vous provisionnez, parce que en fait, c'est comme si vous provisionnez une instance C2, enfin vous la managez pas, hein, mais c'est du provisioning au final. C'est plus du pay as you go ou as you use. Et surtout, vous allez payer la durée du provisioning. Et c'est là où on ne peut pas se dire je vais mettre 100 environnements, 1 giga de mémoire, H24 pendant un mois, ça va vous revenir trop cher. Donc c'est pour des cas bien spécifiques où vous voulez par exemple toujours avoir 2, 5, 10, je sais pas, environnements up tout le temps, où vous voulez avoir, je sais pas, vous savez que vous avez des pics tous les jours à 3 à 4 heures du matin et vous voulez provisionner un peu plus pendant cette période-là. Donc vous pouvez mettre de l'autoscaling derrière ce provisioning aussi, ce qui permet du coup d'anticiper ces montées en charge. Proxy RDS, le proxy RDS pardon, pour les lambda. Donc c'est vrai que jusqu'à maintenant, depuis le début des lambda, on dit toujours que faire de la connexion un peu RDS dans une lambda, c'est un peu un anti-pattern, puisque la lambda peut scaler énormément, mais par contre, le RDS qui est dans un VPC, qui a un pool de connexion, qui a des ressources associées, ne pourra pas scaler de la même manière. Et en plus, jusqu'à l'année dernière, septembre-octobre, il y a toujours eu la notion de une lambda qui tourne dans un VPC, se prend un gros call start parce qu'elle doit attacher une ENI à son exécution, etc. Donc ça, c'est plus vrai depuis septembre-octobre, dans le sens où maintenant, cette fameuse ENI, elle est montée au déploiement de la lambda et non plus à l'exécution de la lambda, enfin à la création de l'environnement d'exécution. Par contre, on avait toujours le problème de dire, bah oui, si ma lambda doit aller attaquer une base RDS, bah, c'est ma fonction lambda qui va générer le pool, qui va créer en fait, la connexion à la base RDS directement, et elle aura son propre pool de connexion, etc. Donc, pour pallier à ça, ils ont créé donc, le proxy RDS, qui va gérer le connection pooling, le système de failover, et on va pouvoir aussi donner de la sécurité au niveau du proxy, de manière à pouvoir filtrer qui peut se connecter dessus, etc. Et la particularité, du coup, c'est que la lambda, elle va se connecter sur ce proxy, et non plus directement sur la base RDS ou Aura qui est derrière. Autre point, on a l'API Gateway V2, donc j'en parlais tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui change dans la V2? C'est surtout un pricing model qui va beaucoup baisser, donc là 71% moins cher, une latence qui est 50%, enfin 2 fois plus rapide. Et en fait, cette V2 là, elle est sortie parce que pour des cas où vous avez juste besoin d'une API HTTP qui va juste faire un proxy pour vos ressources lambda derrière ou vos endpoints HTTP dans le backend. Okay, vous n'avez pas besoin de faire de la transformation, vous n'avez pas besoin de faire tout ce que propose la V1 actuellement. Et du coup, elle est sortie pour ça et elle a quelques options qui sont assez sympas, comme par exemple le support natif de JWT. Donc, bon, là, je rentre dans les détails, mais avant, il fallait créer une lambda custom, faire un lambda custom authorizer pour gérer ces tokens. Maintenant, ça va être supporté nativement au niveau de l'API. Donc, pareil, il y a toute une liste, il y a les liens, vous pourrez aller voir en détail cette version 2. Dernier point, ça va être le S3 Access Point. Donc là, c'est, j'en parlais tout à l'heure, donc au niveau d'un bucket, vous pouvez avoir dans un bucket la nécessité de partager donc des objets qui sont dedans à différentes personnes, que ce soit en fait, alors, quand je dis personnes, c'est des ressources au final. Donc ça peut être des ressources privées ou des ressources publiques. Le S3 Access Point va permettre justement de donner des endpoints, donc en fait des URL différentes pour tous ces partenaires, et d'accéder à avoir une granularité plus fine sur quels sont les objets sur lesquels ce partenaire a le droit d'accéder ou pas. Donc pour chaque access point, vous allez pouvoir mettre des contraintes en disant bah, lui il a peut-être le droit que de prendre les fichiers qui sont dans telle arborescence, etc., etc. Et vous pouvez faire ça aussi dans vos ressources VPC. Voilà. Ouais, carrément, enfin, on l'était déjà avant hein, quand même. Hein. Là, c'est juste que les petits défauts qu'on pouvait avoir sur certaines fonctionnalités s'effacent ou deviennent plus petits.
Donc, enfin voilà, il y a sûrement des use cases où, par exemple, le provisioning concurrency va pouvoir être très pertinent, notamment si, je pense, si on sait qu'en lambda, pendant une période de temps, on a une forte activité, et bien plutôt que, bon, on n'a pas le choix, on va scaler, ça va monter des environnements, et puis on va prendre un peu plus de temps de réponse. Là, on peut le prévoir à l'avance et minimiser ses impacts. Donc, ouais, de toute façon, toutes les annonces font qu'au final, on est de plus en plus mature sur ces sujets-là. Et ouais. Ouais, carrément, l'observabilité dans serverless, c'est un gros sujet aussi. Et tous les différents acteurs essayent justement de fournir de plus en plus de moyens d'observabilité sur ces applications serverless. Enfin, architecture serverless même, si on peut dire. Et oui, je vais passer la main à... Je vais reprendre la parole. Ouais, donc il y avait aussi, alors je dirais que c'est même un des domaines les plus, là où il y a eu le plus d'annonces, c'est tout ce qui est machine learning et intelligence IA. Donc notamment autour de l'écosystème SageMaker. Donc ils ont énormément développé des outils. Donc il y a l'intégration de notebooks, la notion de debugger, de monitoring de vos modèles, donc processer et entraîner les modèles, et même donc l'autopilote, alors j'en parle après, qui est du machine learning sur du machine learning. Ils ont sorti également en fait une offre donc de détection de fraude, donc basée sur des modèles de machine learning que vous pouvez étendre à vos propres organisations. Sur la partie call center par exemple, il y a donc le Contact Lens qui va être un outil qui va permettre d'analyser les appels et d'en tirer donc, un certain nombre d'infos. Pour les entreprises, donc, bon, ils ont sorti Kendra qui est en fait, voilà, un modèle qui va apprendre sur les données d'entreprise et vous fournir des recherches a priori plus pertinentes que les modèles actuels. Que les outils actuels, je veux dire. Sur Alexa, donc, bon, ils ont revu un peu l'API, notamment pour tout ce qui est user experience, pour améliorer tout ça. Et il faut savoir également que SageMaker, maintenant, il peut se plugger directement sur des bases Aurora pour calculer ces données. Et puis, ils ont aussi écrit un opérateur Kubernetes. Donc, pareil, en fait, le SageMaker va pouvoir se permettre facilement sur des workloads qui tournent sur du Kubernetes. Alors j'ai fait quelques copies d'écran, ouais, et tout ça en fait, donc ils ont sorti un outil qui est le Studio, le SageMaker Studio, qui en fait regroupe tous ces informations, enfin tous ces outils-là. Donc aussi bien, donc ils parlent de collaboration, donc ça va permettre de créer des modèles depuis, alors, ils vous fournissent des modèles, vous allez pouvoir les entraîner, les monitorer, les déployer en production, et tout ça à partir d'un seul outil qui est le SageMaker Studio. Donc voilà, donc la partie monitor, donc comment ça marche, et donc celui-là, donc on en a discuté avec un vrai data scientist. Donc c'est du machine learning par rapport à moi, je veux dire. Donc c'est du machine learning qui va permettre de construire en fait des modèles de machine learning automatiquement. Donc ça c'est l'idée derrière ça, c'est qu'en fait ils se disent que d'ici 10 ans, les développeurs devront forcément avoir la compétence machine learning. C'est quelque chose qui va se développer, se démocratiser énormément dans l'IT. Et donc du coup, comme tout le monde n'est pas au même niveau, ce genre d'outil va permettre de commencer, on va dire, rapidement sur ce genre de workload, de use case. Voilà. Alors du coup, je continue. Et bon, ici, bon, pardon, en anglais. Ici, on a des autres annonces qui étaient faites pendant le reInvent. C'est un peu résumé ici, on ne va pas entrer dans les détails. Au final, Amazon EKS, on a finalement AWS Fargate disponible pour tout le monde. C'était quelque chose qui était attendu pour pas mal de gens. CodeGuru, que au final, je n'ai pas testé, mais c'est un outil qui te permet de faire des code review automatiquement par rapport aux les recommandations d'Amazon. Ils ont recopilé pas mal de façons de
comment faire les codes d'une façon que c'est maintenible, que c'est bon, optimal et performant. Et ça te permet d'intégrer ça directement dans ton, je ne sais pas si c'est GitHub seulement ou si c'est Code Commit, je n'ai pas regardé ça. Ouais. Oui, donc effectivement, puis en plus de ça, donc derrière il y a aussi du machine learning et du coup vous pouvez donc intégrer en fait des règles, on va dire entreprises, pour faire vivre ces recommandations. Donc en fait donc il y a une base fournie par AWS, mais on peut l'étendre. Après, on a les Builders Library. Au final, ça c'est un site web qui sont créés en mode base de connaissances de comment ils sont faits, pas mal de trucs. C'est Amazon. Il y a des différentes couches de différents niveaux. Vous savez, le niveau 200, 300 et 400 par rapport à la difficulté. Et dedans, bon, c'est des petits articles, c'est un mode blog, mais des savoir-faire recopilés pendant des années. Graviton 2, c'est des instances créées par eux, du coup, c'est un niveau hardware, qui au final, ça va réduire les coûts de tout l'infra AWS parce que c'est créé par eux, ils n'ont pas besoin de demander à Intel ou à AMD. Et apparemment, il y a pas mal de performances, ça reste à voir. Une fois que ça... Normalement, c'est moins cher que les instances qu'on a maintenant parce qu'ils ont annulé les coûts d'acheter à quelqu'un d'autre. Mais bon, ça reste à voir. LocalZone, c'est encore un truc comme les edge points, mais plus proche des villes, des grandes villes comme je sais pas, Paris, peut-être dans le futur. Pour l'instant, c'est qu'aux États-Unis. Plus tard, peut-être que ça viendra, mais c'est pour réduire encore plus la latence et en agent des points d'accès encore plus proches de ce qu'on a. Et dernier point, c'est Amazon Detective, c'est encore un truc de sécurité, un outil de sécurité qu'ils ont ajouté pour trouver des causes des risques de sécurité. Mais c'est un preview pour l'instant, donc on reste à voir. Ça, c'est des slides un peu un site web de AWS qui explique un peu tout ça. Ouais, on s'est rajouté un petit peu en dernier lieu. Une information importante, c'est donc ils sortent le multicast. C'est le premier cloud provider à sortir le multicast sur leur réseau. Ça reste encore effectivement à tester, mais voilà, donc c'est annoncé. Ouais. Il faudra utiliser la VPC Transit Gateway. Donc on n'a pas ça dans un VPC classique, d'accord. C'est à travers le service VPC Transit Gateway. Moi je voulais juste inciter sur EKS for Fargate. Ça c'est vraiment ce qui était attendu. Moi je travaille dans l'infra, c'est vrai que voilà, ça va nous simplifier quand même pas mal la vie sur tout ce qui est gestion des clusters EKS. Et puis une dernière chose, le AWS Compute Optimizer, toujours donc aussi bien avec Detective et Compute Optimizer. Derrière, c'est encore du machine learning qui font tourner. Et ça va être en fait de l'aide pour calculer un peu vos seuils, par exemple pour vos auto-scaling groups ou pour vos tailles d'instance. Et ils vont vous proposer en fait par exemple sur une taille d'instance pour économiser en fait de l'argent sur certaines partie du temps, quoi. Voilà, je crois qu'on a terminé. Serverless. Alors effectivement, pendant qu'on était là-bas, on a assisté à beaucoup de sessions, etc. Mais on a pas mal écrit, pas mal tweeté, pas mal fait de com par rapport à ce dont on travaillait. Et du coup là, vous avez des articles de blog qu'on a écrits focalisés sur le serverless. Donc il y en a un, le premier, ça doit être sur comment réarchitecturer, je vais y arriver, un monolithique en serverless. Donc elles sont en plusieurs étapes. Donc il y avait une personne, c'est un serverless hero qui a présenté ça, et du coup on a retranscrit ça dans les différentes étapes dans un article. Et pareil, toujours sur le serverless, donc on avait les best practices sur les design patterns et l'optimisation de manière générale, et un troisième article donc plutôt sur comment optimiser nos lambdas en Java. Donc vous pouvez les retrouver sur le blog i.1 avec les liens qui sont mis là. Pareil dans la partie infra, donc là je laisse plutôt Jérôme pour parler. Ouais,
Effectivement, côté infra, en fait, j'avais envie de découvrir des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir, donc notamment la partie cloud HSM. Donc c'était vraiment intéressant de rencontrer. Alors là, pour le coup, c'était vraiment les développeurs d'AWS, hein, les cryptographes, les crypto-analystes. Donc bon, pour avoir un état des lieux de là où ils en sont. La partie VPC Transit Gateway, c'était assez intéressant d'avoir, en fait, ça fait 1 an que le service il est sorti, mais là, là c'est vraiment un retour d'expérience d'AWS sur l'utilisation de ce VPC. J'ai pas tout cité, hein, mais il y a énormément de choses hein, sur la partie VPC, notamment du peering interrégion, ça je l'avais pas mentionné. Et puis alors moi il y a deux sujets qui m'intéressaient fortement, c'est la partie app mesh, donc je suis en train de tester. J'espère vous faire un retour prochainement. Et puis en fait la landing zone, donc ça aussi c'est dans une organisation AWS, il y a plusieurs manières d'aborder les choses, mais dès que c'est une structure on va dire assez grosse, voilà, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qu'il faut penser. Et donc voilà, vous pouvez retrouver la liste sur l'article. Il y a beaucoup de boîtes qui proposaient de faire des landing zones out of the box sur les boosts sur la partie exposant. D'accord, ouais. Non. Après, en fait, il y a plusieurs outils dans AWS et ils ont bien compris que donc, ça perdait un peu tout le monde. Du coup, ils regroupent tout dans un seul outil qui sera Control Tower. Donc Control Tower, c'est l'outil, on va dire, officiel AWS pour gérer les landing zones. Et ils vont rajouter donc prochainement la fonctionnalité de pouvoir importer un compte existant, qui manque franchement, parce que c'est bien quand tu commences depuis zéro, mais quand tu as un existant, voilà, c'est pas forcément évident. Donc moi je suis pas technique, donc je suis absolument pas allé aux sessions de data, EMR, lambda, infrastructure, sécurité, tout ça. Mais bon, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de sessions de retour d'expérience client, donc je vais en citer quelques-unes. Alors j'en ai eu beaucoup dans la banque, je suis désolé, c'est pas une volonté, mais c'est bon. C'est qu'il y en avait aussi beaucoup qui présentaient. Et j'en reviens à ce que je disais en intro, c'était le go big or go home, c'est-à-dire que après ici il y a HSBC qui est un petit truc, mais je voulais quand même le noter, c'était intéressant. Ouais, tous les clients qui montaient sur scène, c'était au moins 100 workload, au moins. Donc le plus gros que j'ai vu, c'est JP Morgan. Donc ils ont un plan de formation de 50 000 développeurs. Alors, ils appellent ça 50 000 développeurs, dedans il y a certainement leur DevOps, il y a leurs archis, etc. Mais ce qu'ils ont annoncé sur scène, c'est 50 000 développeurs. Tu te sens un peu tout petit quand tu es dans le truc. Et ils ont annoncé aussi qu'ils sont sur un plan de migration en 18 mois de 2000 workloads. Qu'est-ce qu'il y a dedans je peux pas le dire, c'était juste c'était pas détaillé, mais voilà quoi, c'est assez massif. Dans les banques, ce qu'à noter, c'est que pendant longtemps, il y avait notre cher et tendre client Capital One qui était un peu tout seul à parler. Là, cette année, il y en avait beaucoup qui parlaient. Plein qu'on ne connaît pas parce que c'est des banques américaines et il y a beaucoup de banques américaines locales, etc. qu'on ne connaît pas. Mais il y avait aussi des banques asiatiques, pas de françaises, mais bon voilà, il y avait beaucoup de banques. Il y a un autre truc, moi la dernière fois, il y a 2 ans, j'avais eu FINRA, un truc qui régule le Nasdaq et qui fait d'énormes trucs en EMR. Et là, il y avait Nasdaq qui parlait pour le coup. Et qui parlait de son Redshift qu'ils ont mis en place en 2013 et qu'ils ont transitionné vers une architecture mixte cette année, Redshift et EMR, pour en moyenne, c'est pas en moyenne, pour traiter entre 30 et 55 millions de records par jour. Voilà, avec un Redshift qui est taillé de base à 1,2 pétabytes avec 70 nœuds et qu'ils ont migré pour plus d'agilité et pour plus de performance sur un ensemble de Spectrum. Le Spectrum, c'est une forme de Redshift avec des lambdas Ok, directement sur S3 et pas sur Redshift. Donc Spectrum S3 et de l'EMR Spark pour les traitements en dehors de Redshift. Et ils annonçaient là un gain donc, pour un client historique. Ils annonçaient des gains ils parlaient de différents workloads, mais ils annonçaient des gains de performance entre 50 et 65%.
Donc c'était assez intéressant parce que là on voyait un vieux client finalement, en 2013 enfin, moi je connaissais pas Redshift en 2013, hein, donc et eux ils étaient déjà dessus. Et voilà, et donc là ils montraient que la roadmap qu'ils avaient avec AWS, ça leur permettait de tout le temps améliorer la performance et de tenir leur SLA. Ouais, c'était un bon Rex. Après j'ai noté HSBC parce que c'est une utilisation massive de Lambda. En fait, eux, c'est ce qu'ils se sont dit, ils ont un truc, je sais pas si vous connaissez l'open banking. On a fait un peu chez Ypon. Le mode open banking, c'est que la banque, elle est obligée d'ouvrir son système à une fintech. Une fintech, si elle paye de l'API à HSBC, HSBC doit lui fournir mon numéro de compte, mon état de crédit, etc., etc. Et donc, ils expliquaient à HSBC que ce business-là, c'est un business de partenariat. Donc, tant qu'ils n'ont pas des clients en face, des fintechs ou d'autres banques qui leur achètent des API, bah, finalement, eux, ils ont pas de revenus, quoi. Et donc, ils montraient pourquoi ils avaient fait un choix lambda pour monter une infrastructure complètement scalable et pay as you grow depuis zéro, quoi. Donc, aujourd'hui, ils expliquaient qu'ils avaient très très peu de clients, que ça leur coûtait rien. Voilà. Et qu'ils étaient super contents. Parce que comme c'est un business sur lequel ils gagnent rien, ils payent rien. Mais ce qui était aussi intéressant, c'est qu'HSBC, généralement, c'est absolument pas la culture, quoi. Eux, au contraire, la culture, même pour ce type de business-là, il y a 10 ans, ils auraient fait un énorme truc mainframe, ils auraient payé des millions chez IBM pour juste 3 clients en face, quoi. Et ils l'auraient pas monitoré. Donc là, ils expliquaient que au-delà de l'innovation technologique, ça leur apportait un gain business, parce que pour un business qui leur apporte rien, ben, en face c'est prêt, c'est complètement prêt à scaler, ils peuvent avoir des dizaines de partenaires ou des centaines de partenaires demain, mais aujourd'hui ils en ont très peu, mais ça leur coûte rien, ils sont très contents. Voilà, et le dernier qui n'était pas du tout pour le coup, je suis quand même allé voir, j'ai vu Avis, et eux ils expliquaient que déployé pareil en 18 mois à peu près tout le système de véhicules connectés sur 600 000 voitures et 2,5 millions de roues. Il expliquait que des fois il a des camions, donc ils ont 6 roues, donc ça fait un peu plus de roues que de voitures, et qu'il arrivait à monitorer aujourd'hui ces 2,5 millions de pressions de pneus dans le monde, donc, et qu'ils avaient monté ça en 18 mois top chrono, et avec du ROI direct sur la maintenance des véhicules et sur le remplacement de pièces. Je prends les pneus, mais voilà, remplacement prédictif et pas le remplacement quand la bagnole est en carafe. Gros utilisateurs SageMaker, bah pour le coup, une fois qu'ils avaient monté toute l'infra EMR, Lambda et un peu de Redshift, et puis collecté tout via les services IoT, bah là ils commençaient vraiment à utiliser SageMaker à fond pour mettre les modèles prédictifs. Et ça avait l'air, c'est une fois de plus, bon, c'est à l'américaine, hein, le gars il monte ça, il dit, ah, ça a été très facile, on a fait ça comme ça et ça a marché. Bon, voilà. Mais voilà, mais bon, c'est 18 mois top chrono pour avoir sa solution de gestion des véhicules connectés. On a déjà fini. C'était le meet-up le plus court du... Donc la bonne nouvelle, c'est si on a fini, c'est qu'on peut prendre des questions. Il y en a plein, je suis sûr. Vous avez fait de la route, vous avez bravé le métro, vous êtes là le 9 pendant la grève générale, vous n'avez pas de questions? Ouais. Ouais. Ouais, un certain nombre de données que moi je connais pas la réglementation, mais c'est une obligation. Si toi tu montes ta banque demain et que tu as un agrément banque, tu es censé pouvoir taper les données de la Société Générale ou de la BNP. Ouais, parce qu'elle est d'accord. Ouais. Open banking, mais c'est une loi, donc c'est une réglementation. Je me suis fait griller mon slide aussi, on m'a grillé un slide là. On m'a grillé un slide sur... my bad. On m'a grillé un pass sur Outpost. Donc Outpost, on en avait parlé déjà l'année dernière, donc c'est la solution de déploiement de hardware Amazon dans les data centers clients. Alors bon, bah c'est disponible. Mon slide, ce qui est incroyable, c'est que c'est à la Amazon, donc tu peux le commander en ligne.
clic, 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 tu commandes un outpost et ça coûte, je sais plus, 80 000 $ la première instance. C'est marqué que ça se branche c'est comme Alexa. Tu vois, tu le branches sur ton port USB et ça marche. C'est vendu comme ça. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Mais pour la vérité, alors d'abord dans l'approche, ils parlent jamais cloud hybride. Donc c'est jamais leur propos. Ils disent voilà, ceci est une extension du cloud AWS disponible dans votre data center. Voilà. Donc juste pour le wording, c'était assez marrant parce que c'était toujours renversé en disant ça va pas être l'élément principal enfin, c'est pas un moyen d'hybridation et puis votre data center finalement on s'en fout parce que le seul truc qu'on vous propose, c'est pour certaines données ou pour certains workloads de disposer d'un outpost dans votre data center. La liste des services outpost, moi, m'a assez impressionné. Donc ECS, EC2, ECS, EKS, EMR, Aurora. Donc pas mal, vraiment un truc qui avait l'air assez complet. Et sur le site, c'est marqué plug and play. Je le branche ça sur ma sécu et c'est parti. Et je l'administre comme ça. Et dernier truc sur Outpost, on a rencontré un client donc, qui a fait une publication qui est publique, qui est le gouvernement de Monaco, qui a choisi Outpost là, pour son cloud souverain. Donc ils sont en train de déployer pas trop loin de chez nous, hein, pas trop loin de la France. Il y a des clients qui sont en train de mettre en place le modèle Outpost. Donc évidemment c'est pour contrer Microsoft et Azure Stack. Et voilà, et à Monaco, Amazon a gagné contre Azure Stack, alors que Azure Stack avait quand même pas mal d'avance au niveau de la disponibilité des plateformes Azure. Ça vous a laissé du temps pour les questions? Il y a d'autres points? Yes. Oui. Ouais, pour le moment, c'est pas embarqué nativement. Après, avec les lambda, on peut mettre des custom layers, ce qu'on appelle. Et en gros, on va donner un custom runtime à AWS et dessus, on pourra installer du GraalVM. Il y en a même qui font du Quarkus, du Micronaut, etc. Ce qui va permettre d'améliorer ces performances du cold start justement, pour un peu alléger cette partie-là. Donc, mais en fait, dans les best practices pour la partie Java, il y en a pas mal en fait. Il y a au niveau infra, donc au niveau runtime, le runtime derrière qui va se monter, mais il y en a aussi même dans la fonction lambda. Il y a tout un tas de petits tips à avoir pour réduire le cold start, de manière à initialiser des choses qu'une seule fois, et non pas à l'initialiser à chaque exécution par exemple. Il y a aussi tout ce qui va être un peu système d'injection de dépendance, etc. à éviter. Voilà, éviter de mettre du Spring, par exemple, si on n'a pas derrière un truc comme Micronaut, etc. Enfin, il y a tout un tas de tips que tu pourras retrouver dans l'article. Je te conseille de lire parce que c'est vachement intéressant pour des use cases où là on a une Java, une lambda en Java et on doit faire avec. Il y a moyen quand même de faire des choses. Typiquement chez Euler, on avait des services ECS Fargate, donc avec des traitements asynchrones, polling de queue, etc. Et on avait besoin de scaler beaucoup plus que ce qu'on pouvait faire avec des services Fargate, puisque service Fargate, finalement, on avait des scanning policy en fonction du nombre de messages dans la file, donc pour popper des nouvelles instances, etc. Mais c'était pas la manière optimale de faire, donc on s'est dit, bon, bah, il y a peut-être un petit bout de traitement, on essaye, on le porte, c'est du Java, on le porte, on met dans du lambda et on fait des tests. Donc là, on en a fait récemment, et on arrive à des temps, alors je les ai plus exactement en tête, mais par exemple, on a fait un test où on mettait 1000 fichiers dans un S3 qui allait envoyer 1000 notifications pour déclencher 1000 lambda pour faire le traitement. Okay. Et en fait, en jouant sur la mémoire qu'on va allouer, l'optimisation du code, également le nombre d'exécutions concurrentes qu'on met pour la lambda, okay, on va pouvoir arriver à des temps de moyens de réponse qui sont
pas non plus pour des traitements asynchrones où c'est pas de l'API derrière, qu'on est tombé par exemple, avec, je crois, si je dis pas de bêtises, avec 1 giga de RAM, 1000 traitements en parallèle, on est tombé sur un temps moyen de réponse à 600 millisecondes et un max à le max à 2 secondes, quoi, donc pour l'initialisation des premiers environnements. Et ça, on l'a fait par exemple en mettant sur ces 1000 exécutions 100 exécutions concurrentes max. C'est-à-dire sur les 1000 qui arrivent, il en exécute 100, donc là il va monter les environnements, c'est là où on va avoir un peu de délai. Et après, il exécute les 100 et dès qu'un environnement a fini son exécution, il prend la demande suivante. Et en fait, ça c'est plus rapide que de dire je mets pas de limite, parce que si j'en ai 1000 d'un coup, je vais lancer 1000 environnements directs, et les 1000 exécutions, si on peut scaler jusqu'à 1000 d'un coup, vont avoir ce fameux call start. Donc, et en fait, il y a des outils, hein, j'ai oublié le nom d'un outil, c'est une Lumigo, Cli ou un truc dans le genre, qui permet justement, une fois qu'on a fait notre code lambda, on l'a déployé, etc., de dire maintenant il faut que je trouve la bonne proportion entre mémoire allouée et temps d'exécution. Et du coup, ce que va faire cet outil-là, c'est qu'il va exécuter ta lambda avec ses différentes configurations et sortir un rapport derrière pour voir quel est le plus optimal. Donc il y a vraiment y a 2 axes à chaque fois. C'est l'axe déjà code, important. Si on a codé comme un cochon, ça sera pas rapide, surtout en Java. Et après, il y a l'axe infra, comment j'optimise. Et là, les chiffres que j'ai donnés, c'est en utilisant le JDK, enfin le runtime fourni par AWS. J'ai même pas de GraalVM, etc. C'est notre deuxième piste là. Voir si on peut aller encore un peu plus loin avec GraalVM en support custom layer. Pareil pour les dépendances, on peut le mettre dans le custom layer plutôt que d'embarquer toutes les dépendances de ton programme Java. Je sais pas s'ils comptent le faire, mais j'imagine que c'est la ligne directrice qu'ils vont avoir. De toute façon, si un truc devient un standard entre guillemets, il faut qu'ils le supportent s'ils veulent être dans la course toujours. Pendant la session, l'architecte qui parlait de ça, il parlait au final exactement de ça, des Micronaut et de Quarkus. Donc il disait, pour améliorer ça, avec tout ce qui vient, Quarkus et Micronaut, on peut encore réduire un peu plus les temps d'exécution et tout. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui va venir. Mais parce que c'est encore un peu prématuré, on va dire, c'est pas mature du tout. Il faut attendre un peu plus encore. Je voulais juste donner un truc sur juste un éclairage, parce qu'on n'a pas fait synthèse sur la partie data là, mais je crois que tout le monde était assez déçu de. Bon, tout le monde attendait une refonte de l'architecture de Redshift pour s'aligner sur nos amis de Snowflake, donc ça n'arrivera pas, c'est pas le cas. Mais c'était une des grosses attentes. Et ensuite après, il y avait beaucoup d'attentes autour d'autres solutions type DynamoDB, pareil, il n'y a pas eu d'annonce. Et sur EMR, à part le fait que ce soit sur Outpost, et peut-être Flink qui doit être dans EMR, il y a pareil, il y a pas eu, il y avait vraiment pas eu, c'était pas un gros sujet quoi. Donc le poids, parce que vraiment les 2 gros trucs qui étaient lourds en termes d'annonce, c'était le machine learning, donc SageMaker, ça il y avait 1000 sessions sur le sujet quoi. Et la partie lambda serverless, mais après ouais, il y avait des choses qui étaient plus parents pauvres quoi. Donc je prends l'exemple de EMR. Après côté sécu, je sais pas, on aurait bien aimé voir Samuel, mais Si, ils ont donc la partie AWS Inspector qui est, alors qu'il ne faut pas confondre avec Guard d'outils. Mais Inspector c'est plus post-analyse, donc vraiment pour identifier les routes causes. Donc voilà, donc c'est pour aider à trouver comment. Voilà, donc je rebondis sur la partie machine learning parce que c'est vrai qu'il y en a, ils en ont introduit vraiment partout dans tous les domaines. Donc le studio, je réinsiste là-dessus parce que il semblait que c'est ça qui manquait vraiment dans les cellules data scientist, le côté collaboration, l'utilisation de notebooks, de partage, de pouvoir déployer. Il s'occupe également aussi, par exemple, de vous monter un POC sur une machine T2 micro, ça fonctionne et vous pouvez directement le déployer sur des données beaucoup plus grosses avec une machine plus grosse et ça en 2 clics directement depuis l'interface quoi. Et sinon, pour répondre côté sécu, ouais, enfin, il y a des sur CloudTrail, ils ont rajouté CloudTrail Insight qui permet d'obtenir des infos plus facilement dans CloudTrail. De tête comme ça, je sais plus, mais voilà, enfin, c'était pas non plus la grosse partie, c'était vraiment orienté IA, machine learning, quoi. Et si
quand même vu quelque chose. Donc ils ont fait l'équivalent des spot instances pour EKS sur Fargate. Donc on va pas l'utiliser pour de la prod, mais par contre c'est vrai que pour monter des choses rapidement, moins chères, c'est top. Et puis pour reparler de Kubernetes, en fait c'est vrai que sur les retours d'expérience des clients, on va dire que 8 cas sur 10 c'est du Kubernetes. Donc on sent bien que quand même Kubernetes, même si c'est Google qui l'a inventé, a complètement pris le marché en termes de techno, hein, sans parler d'argent, mais en termes de techno, c'est vrai que on voit beaucoup de Kubernetes. Ouais. Ouais. Ouais, alors après, effectivement, le poids, on ne peut pas savoir. Mais donc voilà, il y a beaucoup de retours sur Kubernetes, notamment la partie app mesh. Il y a eu beaucoup de librairies qui ont été écrites pour rendre un peu l'automatisation. Donc notamment ce qu'on appelle le canary deployment, donc la possibilité de déployer 10% du trafic sur une version, sur la nouvelle version par exemple, et de basculer progressivement. Bon, maintenant, il y a des outils qui permettent de le faire quasiment automatiquement s'ils ne détectent pas d'erreur. Voilà. Je les ai détaillés dans l'article. Bah, je sais pas, c'était marrant parce qu'il y avait sur le stand exposant, il y avait Heroku par exemple, tu vois. Ils étaient là, et ils étaient exposants. Et je pense qu'ils doivent continuer à avoir leur business sur des petites structures. Qui est pourtant un concurrent. D'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce que Heroku maintenant tourne sur Amazon? C'est possible. C'est juste pas impossible, quoi. Alors après, évidemment, moi je suis un peu biaisé parce que j'étais voir que des presses de grands comptes aussi. C'est peut-être un peu biaisé. Il y avait peut-être des presses de start-up que j'ai ratées où les mecs disaient j'ai commencé, j'ai fait mon business, enfin voilà, j'ai produit de la valeur sur la plateforme en 2-2, quoi, c'est possible. Donc j'ai peut-être mon biais aussi de choix de session qui a fait que je t'ai parlé de grandes banques, de 600 000 bagnoles chez Avis, etc. C'est peut-être un biais de ma part, quoi. Et sur la keynote, on connaît le sujet. Je sais pas, il est propre. Enfin, je vais essayer de faire une réponse sur laquelle j'ai aucune certitude, mais bon, le SageMaker Studio, si on prend ça par exemple, où ils ont été très très insistants là-dessus, bah voilà, ça donne la possibilité à une petite boîte de faire du machine learning. Quand il y a 3 ans, c'était juste impossible pour une petite boîte de faire du machine learning. Voilà, c'est un élément de réponse, mais c'est juste sur une partie de l'offre. Sur la partie IoT, tu peux être une PME, tu peux utiliser les services, tous les services packagés et managés IoT out of the box sans passer par la case R&D. Donc tu peux avoir des avantages à ce niveau-là, quoi. Là, par exemple, quand on voyait là sur le machine learning, là, maintenant ils ont des services métiers, donc fraud detection. Donc tu es une petite mutuelle, une petite assurance, tu n'as même plus à penser à ton modèle, ils t'ont facilité tout le truc, quoi. Call center, là il y avait des clients, il y avait encore un grand client, National Australian Bank, ils ont monté leur call center sur la plateforme Amazon. Mais pas à monter, pas dev, hein, ils utilisent le service de call center directement out of the box. Donc le nombre de services s'étend, mais en même temps il y a aussi plus en plus de services qu'on va dire métiers, comme un call center out of the box. Finalement une sorte de RP, c'est un finalement je pense que c'est un concurrent de Salesforce, quoi. Donc ça c'est plus accessible, enfin c'est accessible à n'importe qui, quoi. Et en pay as you go. Après côté infra et dev, ouais, comme tu dis, bah, c'est une plateforme qui est devenue très large, large et complète. Et là qui demande un paquet d'expertise, quoi. Effectivement, il y a savoir utiliser les outils qu'on nous propose, etc. Mais aussi après savoir l'observabilité de tout ça. Parce
Parce qu'on peut très bien rapidement monter des choses, mais après, savoir si ça se passe bien et encore mieux, savoir si ça se passe mal, c'est important. Donc ils fournissent des outils un peu out of the box pour le faire, mais tout n'est pas intégré dans ces parties-là. Donc il y a aussi toute cette problématique-là à avoir en tête, quoi. Alors pour une startup, c'est peut-être pas la priorité numéro 1 quand on démarre, mais quand ça prend de l'ampleur et du volume, ça peut devenir et que ça devient nécessaire. Donc il y a aussi cette partie-là, monitoring, observabilité, etc., qui est tout derrière. Et c'est un autre enjeu. D'autres questions? Bien, merci. Donc, ça sera broadcast sur YouTube, sur le blog avec la presse et les liens vers les articles qu'on a produits. Et merci pour votre présence et puis à votre dispo pour la suite.